La une de l'actualité de ce samedi, le ministre israélien des Affaires étrangères reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Avigdor Lieberman est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail au centre des échanges entre les deux hommes, la coopération ivoiro-israélienne. L'intégration des femmes à la gendarmerie nationale, bientôt une réalité. Le chef de l'État l'avait déjà annoncé en janvier dernier et le ministre de la Défense vient de relayer l'information auprès de la grande famille de la gendarmerie nationale. Gouela, petite localité guinéenne, point de passage entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, a accueilli une rencontre des chefs d'état-major des deux pays. Il a été question de mettre en place un cadre pour une meilleure gestion de cette zone frontalière. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau journal sur RTI 1. La journée mondiale du don de sang est célébrée ce samedi. En Côte d'Ivoire, il est question de donner son sang pour sauver des mères, car selon une étude de l'OMS, plus de 800 nouvelles accouchées meurent chaque jour faute de sang. Le ministre israélien des Affaires étrangères est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail. Il a été reçu hier par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au menu, la coopération entre les deux pays. Viviane Haïma. Arrivé jeudi soir à Abidjan, après une étape à Kinshasa en RDC, le ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, Avigdor Lieberman, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est accompagné par une délégation d'hommes d'affaires israéliens forte d'une cinquantaine de personnes. Reçu ce vendredi au palais présidentiel, le ministre israélien a eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. En effectuant en 2012 une visite officielle en Israël, soit 50 ans après celle effectuée en 1961 par le président Houphouët-Boigny dans ce même pays, le président de la République Alassane Ouattara a relancé la grande amitié qui a longtemps existé entre la Côte d'Ivoire et Israël. Le ministre israélien Avigdor Lieberman l'a souligné. Et nous sommes fiers de nous rendre compte que le président de la République, l'une de ses premières visites à l'extérieur en 2012 a été celle qu'il a pu faire en Israël. J'ai pu discuter des relations bilatérales aussi bien avec monsieur le ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, qu'avec monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je suis venue en Côte d'Ivoire avec un grand nombre d'hommes d'affaires qui sont très influents. Nous avons décidé que notre priorité sera au niveau de l'agriculture. Nous allons voir aussi d'autres domaines tels que l'énergie renouvelable, le secteur minier et l'énergie. Ce matin, avant sa visite au président de la République, le ministre israélien des Affaires étrangères et sa délégation d'hommes d'affaires avaient participé à un séminaire réunissant des hommes d'affaires ivoiriens organisé par le CEPICI. Le ministre israélien qui poursuit son séjour en Côte d'Ivoire jusqu'au 15 juin aura de nombreux contacts toujours dans le cadre de la coopération entre les deux pays. L'Inde, Cuba et l'Australie accréditent de nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Reçus par le chef de l'État, ils ont assuré de leur volonté à poursuivre les actions de coopération déjà entamées par leurs prédécesseurs en Côte d'Ivoire. Awa Touré. Le partenariat entre l'Inde et la Côte d'Ivoire dans le domaine économique est un exemple type de coopération sud-sud. Le nouvel ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bhatta, l'a réaffirmé au cours de la cérémonie de présentation de lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ancien secrétaire adjoint aux affaires économiques au ministère indien des Affaires étrangères, il place sa mission au bord de la lagune Ébrié sous le signe du renforcement de cette approche. La Côte d'Ivoire et l'Inde ont partagé des relations très fortes. Nous avons l'intention de renforcer nos relations avec la Côte d'Ivoire au niveau de la ligne de crédit et aussi pour le renforcement des capacités. Tous les ans, nous faisons partir plus de 100 étudiants en Inde et ils étudient dans différents domaines. Deuxième diplomate à présenter ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur de Cuba en Côte d'Ivoire, Mme Maïté Rivero Torres, avec résidence en Guinée. Ambassadeur de la République de Cuba en Guinée depuis 2011, Mme Maïté Rivero Torres entend travailler à la redynamisation des relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et Cuba.
Un de mes principaux objectifs ici en tant qu'ambassadeur de la République de Cuba en Côte d'Ivoire sera de travailler en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération qui ont toujours heureusement existé entre nos deux pays. Et dans ce cadre, bien sûr, on est disposé à examiner avec la partie ivoirienne quels sont les domaines dans lesquels il y a des potentialités pour développer ces relations. Diplomate de carrière, l'ambassadeur d'Australie en Côte d'Ivoire avec résidence au Ghana, Mme Joanna Adamson a travaillé auparavant comme chef de mission adjoint au Ghana, haut commissaire par intérim au Nigeria et haut commissaire au Ghana depuis mars 2013. Elle s'est dit heureuse de représenter son pays, l'Australie, en Côte d'Ivoire. Je suis ici pour approfondir les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Australie. Et maintenant que j'ai rencontré son Excellence le Président, mon travail est plus facile. Diplômée de l'Université de Tasmanie et de l'Université de Monash, Mme Joanna Adamson a également été conseillère et chef de mission adjoint à Pretoria et analyste politique au ministère du Développement économique en Nouvelle-Zélande. Et 2 rencontres à la primature hier vendredi. L'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, en fin de mission dans le pays, est allé faire ses adieux au Premier ministre. Daniel Cablon-Duncan a ensuite rencontré José Mourinho, ambassadeur du Programme alimentaire mondial. Il a fait le point de son séjour en terre ivoirienne, notamment pour le soutien des cantines alimentaires. Quelles sont les procédures de dédouanement du fret aérien ivoirien? Les services aéroportuaires ont initié une journée porte ouverte dans le but d'informer les usagers, les commerçants et les opérateurs économiques sur cette question. Francis Boifo. Cette journée porte ouverte est un véritable cadre d'échange entre les douaniers de la direction des services aéroportuaires et des régimes économiques de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les transitaires et autres opérateurs économiques. Dans un premier temps, nous allons, à travers donc les différents services, expliquer les différentes procédures, qu'est-ce que nous faisons ici, et éventuellement s'il y a des questions, s'il y a des difficultés que les clients rencontrent, nous allons mettre à nu ces difficultés-là. Ont été expliquées aux usagers la procédure d'enlèvement et de sortie de marchandises au poste de contrôle, les procédures de dédouanement simplifiées à l'aérogare et du fret normal. La procédure du fret normal, c'est une procédure qui consiste à solliciter les services d'un commissionnaire en douane agréé lorsqu'on importe la marchandise, puisque cette procédure s'applique aux grandes importations. Nous les transitaires, nous qui faisons le travail en amont pour nos clients, cela nous permettra d'éclaircir aussi à nos clients comment les choses se passent, comment le dédouanement se passe, la célérité, pendant combien de temps nous travaillons, ils seront instruits dessus. Pour faciliter les services, les responsables de la direction des services aéroportuaires et des régimes économiques de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny invitent les usagers à s'informer au quotidien auprès des agents des douanes et non des intermédiaires. La 14e édition du Forum annuel des dirigeants africains vient de se tenir à Abidjan. Plusieurs questions ont retenu les attentions durant 3 jours, notamment la prise en charge des usagers des structures de prévoyance sociale et les meilleurs moyens d'être compétitifs dans un environnement concurrentiel. Francis Boifo. Transformation, compétitivité et surtout émergence. Des mots souvent utilisés par des gouvernants, des responsables d'entreprises et partenaires au développement quand il s'agit de parler de l'avenir de l'Afrique. Mais comment traduire ces notions en action? Les participants au Forum annuel des dirigeants africains d'Abidjan indiquent qu'il faut passer de la transformation à la transformation, c'est-à-dire être des acteurs des différents changements socio-économiques et initier des forums pour développer autrement les entreprises. En la matière, le pôle prévoyance de la Caisse de dépôt du Maroc est un exemple. Les grandes étapes, ils ont été tout simplement de travailler sur le changement culturel, sur la modernisation des processus, sur la démarche qualité, sur la démarche scientifique et la mobilisation et le changement de leadership au sein de l'institution. Les responsables de structures, chefs d'entreprise et universitaires africains soutiennent aussi qu'il faut changer de mentalité si l'on veut que l'Afrique soit émergente. Quand on n'a pas dit changer les mentalités,
même si on a les meilleures techniques du monde, l'émergence ne se fait pas. Que les gens cessent de se poser la question, qu'est-ce que le pays fait pour moi? Qu'est-ce que l'université fait pour moi? Qu'est-ce que l'école fait pour moi? Mais de se dire qu'est-ce que moi je fais pour mon pays, qu'est-ce que moi je fais pour mon entreprise pour qu'on puisse avancer. Le forum d'excellence des responsables de structures, des ministres et décideurs africains s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Une usine de production d'huile de palme inaugurée dans le département d'Aboisseau. Le projet a vu le jour grâce à la coopération ivoiro-israélienne et c'est justement le ministre israélien des Affaires étrangères qui a procédé à l'inauguration de l'ouvrage. Le reportage de Patricia Omoetia. Journée inaugurale de l'usine de production d'huile de palme d'Ayénouan en présence du ministre israélien des Affaires étrangères et des autorités ivoiriennes. Au cours de la visite guidée, le directeur technique explique à la délégation le procédé d'extraction de l'huile de palme. 60 tonnes de graines par heure pour 12 tonnes d'huile produite. L'usine est opérationnelle depuis le 11 février. Nous produisons donc des huiles de palme brutes et des amandes palmistes. La filière palmier à huile, c'est 12 000 hectares et plusieurs plantations. Un exemple de réussite à suivre par toutes les autres filières. Le pays aujourd'hui produit près de 2 millions de graines et la production d'huile brute est de 300 000 tonnes. Ça fait de nous le premier producteur africain d'huile brute, mais il nous faut augmenter ça. Il faut accroître la production de graines, il faut accroître la production d'huile brute et surtout aussi encourager la transformation jusqu'au bout. Avec cette unité agro-industrielle qui emploie plus de 168 agents, le développement d'Aboisseau est en marche, indique le président du conseil régional. Les populations expriment joie et reconnaissance. On veut que les jeunes d'Ayénouan travaillent dans l'usine à 50% ou bien 60%. Je suis contente parce que mon village sera reconnu par l'État. Il y a des ministres qui viendront voir mon village. Peut-être un jour viendra le président de la République sera avec nous. Et Madame la Présidente. La cérémonie inaugurale de l'usine de production d'huile de palme d'Ayénouan a pris fin avec des dons et l'intronisation du ministre de l'État d'Israël, le roi Nana Amon de Krenjabou. Vous le savez, le président Alassane Ouattara a annoncé en janvier dernier l'entrée des filles à la gendarmerie nationale. Le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, en a fait l'annonce officielle aux gendarmes. C'était au camp d'Agban, Hamza Diaby. À la caserne d'Agban, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a dit être venu annoncer officiellement à la grande famille de la gendarmerie nationale l'entrée prochaine des jeunes filles dans ce corps d'élite, conformément au vœu du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui a fait de la promotion du genre un axe majeur de son programme de gouvernement. Il était difficile de ne pas faire cette innovation. Le contraire est plus difficile que de le faire. Ne pas le faire serait retardé, parce que tôt ou tard, on allait le faire, et alors, on serait peut-être très loin, je ne sais pas, dans combien d'années, mais c'est l'opportunité, c'est ce qu'on appelle une décision d'opportunité. Aujourd'hui, le contexte actuel, national et international, est tout à fait favorable à ces changements. Sur le contenu de cette décision, il faut entre autres noter que c'est la rentrée 2015-2016 qui enregistrera les premières jeunes filles à la gendarmerie nationale avec un quota de 10%, aussi bien pour les officiers que pour les sous-officiers. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Kwasi Kwaku Gervais, a donné l'assurance quant à la disponibilité de la grande famille de la gendarmerie nationale à accueillir pour la toute première fois des jeunes filles en son sein. Paul Kofi Kofi a également saisi l'occasion pour féliciter la gendarmerie nationale pour le travail abattu au quotidien sur le terrain et qui a permis la baisse du phénomène des coupeurs de route et des accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord. Gouela est une petite localité guinéenne. Elle est un point de passage entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et c'est là que les états-majors des deux pays se sont rencontrés. Point principal abordé, la mise sur pied d'un cadre de suivi et de concertation pour cette frontière. Ahmed Traoré, Hamza Diaby. Après les honneurs militaires de l'armée guinéenne, les préfets Yola Tolno de Lola en Guinée et Sékou Konaté de Danané ont évoqué les liens de coopération existants entre les deux pays. Nous sommes en train de développer des relations d'amitié, de fraternité entre la Côte d'Ivoire et la Guinée à travers nos préfectures frontalières. Entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, il n'y a pas eu de problème
Ce n'est pas à notre temps qu'il y aura des problèmes. Et pour tout État moderne qui se dit démocratique, qui se respecte, a pour vocation de rechercher le bonheur et la liberté de son peuple. Au cours de cette séance de travail entre les deux états-majors, un bref point de situation sur certains incidents survenus à la frontière des deux pays a été fait par le général de brigade Gaoussou Soumaoro. Les deux chefs militaires ont sensibilisé leurs hommes avant de convenir d'un code de conduite, lequel tient lieu de mesures conservatoires dans l'attente de solutions définitives. Les deux généraux ont ensuite décidé de la création d'un cadre permanent de suivi dont le fonctionnement sera défini au cours de la séance de travail qui se tiendra le samedi 5 juillet 2014 dans la ville de Danané en Côte d'Ivoire. Plus que quelques jours avant la fin de l'opération de recensement de la population et de l'habitat, le ministre de la Construction est dans le Lodjibois pour sensibiliser les populations et surtout les informer sur l'importance de se faire recenser. Il s'est rendu dans 4 localités de Divo et de Lakota. Mettre fin à la fuite du café et du cacao ivoirien vers les pays limitrophes, un objectif majeur pour le Conseil Café-Cacao. Un comité départemental a été mis sur pied à Mans. Il est chargé de traquer toutes les formes de fraude dans la zone frontalière ouest du pays. Jérôme Kouakou, Thérèse Yoboué. Selon un rapport produit par le Conseil Café-Cacao, la région du Tongpi occupe la première place en termes de sorties frauduleuses des produits vers les pays voisins. La région se trouve également à la dernière place en matière de qualité. Il y a donc du travail à faire dans cette zone forestière. Pour freiner le mal, il a été décidé de la réactivation des comités départementaux de suivi des activités de la filière. Les CDS sont chargés de relever et communiquer au Conseil toutes les formes de violation de la réglementation en vigueur. En procédant à l'installation officielle du CDS demain, le Conseil du café et du cacao envoie un signal fort aux éventuels fraudeurs. C'est un phénomène ancien, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la réforme et le prix stabilisé, nous sommes en train de constater la fin de ce phénomène. Ce que nous attendons donc du CDS, c'est de pouvoir encadrer les producteurs, de pouvoir suivre les acheteurs afin que la qualité soit beaucoup plus améliorée dans la région de Mans. Le comité de suivi du département de Mans est dirigé par le préfet des régions, Soro Jérôme. Il est déjà à pied d'œuvre pour combattre le phénomène à l'ouest. Un plan d'action prenant en compte une brigade de contrôle des activités de la filière ainsi que des campagnes de sensibilisation sont mises en œuvre dans la région. Ces actions portent déjà des fruits. Récemment, 2 camions transportant du cacao vers les pays limitrophes ont été appréhendés aux frontières ouest. Le comité de suivi de Mans sera doté de moyens afin d'intensifier ses actions sur le terrain. Agboville, aux couleurs de la lutte contre le VIH-Sida, le PEPFAR et l'ANADER viennent de lancer ensemble une campagne dans cette ville de Lagnébi-Tiassa. Thérèse Yoboué. 27 conseillers communautaires, issus de 9 villages, vont mener cette campagne de lutte contre le VIH-Sida dans la région d'Agboville, initiée par le PEPFAR et l'ANADER. Ces conseillers ont été cooptés par la chefferie des villages concernés. La lutte consiste à identifier les actions à entreprendre et mettre en place la carte à risque de chacun des villages, et cela dans la plus grande confidentialité. Kona Bogu Nathalie, directeur exécutif du programme PEPFAR-ANADER, a exprimé sa satisfaction de voir que des jeunes gens et des jeunes filles, des femmes en grossesse, puissent contribuer par leur comportement responsable à freiner la propagation de la maladie et accroître l'espérance de vie des malades. Suite à une analyse réalisée dans les régions à forte prévalence, les départements d'Abidjan, Agniblekro, Divo, Tiassalé et Agboville ont été retenus pour l'extension des activités de lutte contre le VIH-Sida en milieu rural. Koulibaly Amadou Nouo, sous-préfet d'Agboville, a exhorté la population des 9 villages concernés à collaborer afin que le sida soit stoppé dans sa progression dans la région. À Divo également, l'heure est à l'intensification de la lutte contre le VIH-Sida. 11 villages de cette région, l'une où le taux d'infection est le plus élevé dans le pays, ont été sensibilisés. Honorine Anigori. Au cours de l'année 2013, le district sanitaire du département de Divo a dépisté 144 femmes enceintes séropositives
sur 10 657 femmes enceintes conseillées et testées, soit une séroprévalence de 1,3%. 5 nourrissons ont été dépistés séropositifs, chez 85 enfants nés de mères séropositives. Aujourd'hui, le cumul de personnes infectées et vivant sous traitement à Divo est de 787. C'est pour tirer sur la sonnette d'alarme que cette campagne de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida dans la région du Lot-du-Bois à Divo est organisée. Elle vise à enrayer la propagation du virus au sein des communautés. Cette extension du programme ANADER-PEPFAR s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase d'un programme de lutte initié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en collaboration avec l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Ce programme financé par le PEPFAR vise l'accès universel au traitement pour tous et intègre progressivement les activités de prise en charge globale du virus, y compris l'éducation des populations, le conseil et dépistage autant dans les structures de santé que dans les communautés. Le programme consiste à recruter dans les communautés rurales des personnes formées pour faire de la sensibilisation et donner des conseils aux villageois. La Chambre des métiers Abidjan-Lagune Nord entre dans une phase de réorganisation. Elle vient d'investir sa nouvelle présidente régionale en présence des artisans et des autorités de la commune. C'est un reportage signé Patricia Omoetia. Célébrer l'artisanat et la culture de l'épargne. C'est la mission que s'est assignée la Chambre régionale Abidjan-Lagune Nord. En présence des artisans, la présidente a pris des engagements pour une meilleure cohésion au sein de sa structure. Le code, c'est très avantageux pour nous parce qu'aujourd'hui, nous savions aujourd'hui que par rapport au code de l'artisanat, nous connaissons nos devoirs et nos droits. Ce qui fait aujourd'hui les artisans sont tous dévoués et par rapport à ce code. La représentante du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME rassure les artisans sur la récente adoption du code de l'artisanat. Ce code qui a été validé pour l'UMOA, il est important également de dire qu'il a été présenté devant l'Assemblée nationale, le code artisanal ivoirien. Donc ça vient bien évidemment satisfaire tous les artisans de Côte d'Ivoire qui étaient un petit peu laissés pour compte jusqu'à présent et qui a éprouvé certaines difficultés à travailler dans de bonnes conditions sans texte pour les régir. Le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon exhorte les artisans à prôner l'entente et la solidarité afin de bénéficier des avantages liés à ce nouveau code. C'est nous qui logeons actuellement le bureau de Abidjan Nord, c'est qui concerne l'artisanat. Nous avons trouvé des locaux au niveau de la maison des jeunes, 2 bureaux où ils sont, en attendant de trouver mieux. Mis en œuvre par la présidente régionale, Kone Aminata, le projet dénommé Groupement d'épargne et de crédit vise à lutter contre la pauvreté afin de permettre aux artisans de vivre de leur art. L'importance de la déclaration des naissances au centre des journées portes ouvertes initiées par la mairie de Boisflé. Avec les autorités judiciaires locales, il a principalement été question d'expliquer aux populations qu'il est primordial de déclarer les enfants dès la naissance. Chantal Akanda. La déclaration des naissances reste très faible dans la commune de Boisflé, malgré les campagnes de sensibilisation organisées à travers la région. D'où la tenue d'une journée porte ouverte. Cette cérémonie a été l'occasion pour le président du tribunal de première instance de Boisflé, Célestin Gamin, d'expliquer les raisons qui justifient la non-déclaration des naissances. Il s'agit entre autres de la destruction et de la mauvaise gestion des services de l'état civil, de la négligence de la population, de l'ignorance ou le manque d'information et de sensibilisation des populations, du coût élevé des actes à établir et la falsification des documents. Selon le président du tribunal, il importe que des dispositions soient prises par les acteurs institutionnels afin de pallier toute insuffisance. Célestin Gamin a donc fait la promesse de remettre à la mairie 50 registres de naissance. Le procureur de la République près du tribunal de première instance de Boisflé, Hassan Diabagaté, a fait savoir que l'État de Côte d'Ivoire a mis tous les moyens à la disposition de la population pour permettre de déclarer les naissances. Mais il a déploré le fait que les populations ne perçoivent pas l'importance de l'état civil. Aussi, le procureur a profité de l'occasion pour dire que les sous-préfectures, les mairies et les centres secondaires existent pour rapprocher l'état civil des populations.
Le lycée moderne de Guitry s'est distingué par l'excellence de ses résultats scolaires. Ce lycée de cette ville, situé à 160 km d'Abidjan, a obtenu les meilleurs résultats de la région. Il a raflé à lui tout seul la plupart des prix en compétition lors des journées d'excellence des écoles de la région. Honorine Anigori. Pour l'année scolaire 2012-2013, le lycée de Guitry a remporté 4 grands prix. Celui du meilleur élève des niveaux 4e et première, l'élève Konan Kwame avec 127 points, soit une moyenne de 15,96 sur 20, s'est vu décerner le prix de la meilleure performance au BEPC. Enfin, le proviseur du lycée lui-même, Denis Konambra, a été reconnu comme meilleur manager des écoles de tout l'ensemble du lot d'Ibois. C'est pour célébrer ces prix honorables et surtout pour encourager les élèves à maintenir le cap qu'une journée de l'excellence a été organisée dans l'enceinte de l'école en présence de nombreux invités, dont des parents d'élèves, heureux et fiers de savoir que leur progéniture évolue dans une école citée en exemple au plan national. Le proviseur Denis Konambra a engagé tous ses collaborateurs à sortir les enfants de la médiocrité. Pour ce faire, il a expliqué que tout le monde, parents, encadreurs, enseignants et élèves, doivent s'engager dans le processus afin d'atteindre les objectifs. Selon lui, le monde éducatif doit s'engager dans une synergie d'action pour atteindre les objectifs fixés par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, qui est de produire des élèves de qualité et ainsi former des cadres pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. À Daoukro également, l'excellence a été célébrée. Les meilleurs élèves et les meilleurs acteurs du système éducatif ont été récompensés. Le ministre de l'Éducation nationale a encouragé cette initiative pour la promotion de l'excellence à l'école. Hervé Franck Quadio. L'année scolaire 2013 à 2014, c'est bientôt l'épilogue. L'heure est venue de reconnaître le mérite des meilleurs élèves. C'est l'objectif visé par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de la région de l'Ifou qui organise une journée de l'excellence et du mérite. Occasion pour les meilleurs élèves des cycles primaires et secondaires et les meilleurs acteurs de l'éducation nationale d'être célébrés. Moment privilégié des prix spéciaux comme celui de la meilleure jeune fille. Célébrer le mérite, l'initiative n'est pas anodine. Elle est reconnue au plus haut niveau. L'organisation des journées de l'excellence et du mérite est une activité essentielle. Mieux, une stratégie de mobilisation de tous les membres de la communauté éducative au service d'une éducation de qualité. Occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de lancer un appel à toute la population de l'Ifou à se faire recenser. Je voudrais féliciter les populations de Daoukro pour avoir compris le bien fondé du recensement général en cours. Aux quelques habitants qui ne se sont pas encore fait recenser, je demande de faire diligence. Le recensement est un outil essentiel de développement qui permet de planifier, de mettre en œuvre et d'évaluer les actions concrètes que le gouvernement mène au profit des populations. Kandia Camara a également participé à la pose de la première pierre de l'école primaire publique Gagou 3 et inauguré les nouveaux locaux de la drainette de Daoukro. Les Afghans sont de nouveau appelés aux urnes ce samedi. Ils vont départager les 2 candidats en lice pour le second tour de l'élection présidentielle. Tous 2 anciens ministres de l'actuel chef de l'État Hamid Karzai. Mais 2 menaces pèsent sur ce scrutin. Les talibans ont annoncé qu'ils feraient tout pour le faire échouer par leurs attaques et le risque de fraude est élevé. Or, il est impératif que le résultat de ce second tour ne soit pas contesté. La commission électorale, très critiquée après le premier tour, a pris les devants en annonçant avoir écarté plus de 5000 employés électoraux. Et puis, parlons football. Le monde a les yeux tournés vers le Brésil depuis ce jeudi. 3 rencontres hier. L'équipe du Cameroun s'est inclinée face au Mexique 0-1. L'Espagne, champion du monde en titre, a subi une véritable correction face aux Pays-Bas sur un score de 5-1. Et le Chili a battu l'Australie 3-1. Et ce samedi va marquer l'entrée en lice des éléphants de Côte d'Ivoire pour ce mondial. La sélection de Sabri Lamouchi va affronter le Japon. Contrairement à certaines craintes côté ivoirien, tous les joueurs sont opérationnels. Alain Doumbouya.
Le grand rendez-vous du football ivoirien est prévu pour cette nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Les éléphants de Côte d'Ivoire fouleront la pelouse de l'Arena Pernambuco de Recife pour y affronter les samouraïs bleus du Japon. Après une minutieuse préparation aux États-Unis, les poulains de Sabri Lamouchi sont prêts à relever le défi de ce premier match au Brésil avec leur meneur de jeu, Yaya Touré. Je peux vous dire que tous mes joueurs sont prêts à jouer demain. À savoir s'ils sont tous à 100%, je ne peux pas vous le confirmer. Comme vous le savez, nous avons eu des petits pépins, des soucis de santé que nous avons très bien récupérés. Nous avons des joueurs qui étaient en manque de temps de jeu. Donc pour répondre à votre question, oui, tout le monde est disponible. Après, je ne peux pas vous dire si tout le monde sera à 100%. L'entraîneur italien Alberto Zaccheroni a su mettre en place une équipe très collective et qui mise sur sa vivacité. Elle est composée, tout comme la Côte d'Ivoire, de nombreux joueurs expatriés comme Nagatome de l'Inter, Kagawa de Manchester United ou encore Honda du Milan AC. La Côte d'Ivoire et le Japon se sont affrontés une fois et la Côte d'Ivoire l'avait emporté 2-0 en amical avant le mondial sud-africain. Le compte à rebours a déjà commencé. Rendez-vous est pris pour cette nuit à 1h du matin. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent samedi à vous sur RTI 1.